Bonjour à tous. Lors de la dernière séance, nous avons travaillé sur la notion essentielle de base d'un espace vectoriel de dimension finie. Et j'ai attiré votre attention sur les différences entre la définition, à savoir des vecteurs qui me permettent d'obtenir une décomposition unique de tout vecteur de E, et la caractérisation d'une base, notamment le cas particulier de la dimension finie. Aujourd'hui, on va retravailler sur autre chose d'aussi essentiel pour l'aspect, notamment en ce qui concerne la réduction des endomorphismes, c'est la décomposition d'un espace vectoriel donné en somme directe d'autres sous-espaces vectoriels. Je vais attirer votre attention parce que ceci est essentiel à ce qui viendra dans l'année. Sur les différents niveaux de compréhension, à savoir la définition d'une telle décomposition d'un espace vectoriel en somme directe de sous-espaces vectoriels et les différentes caractérisations associées, avec notamment le cas particulier de la dimension finie. Ce sont ces différents niveaux de compréhension qui vont faire en sorte que vous soyez plus fort dans l'année. Non, il n'y a pas que l'analyse synthèse pour arriver au bout d'une telle décomposition en somme directe de sous-espaces vectoriels. Alors on commence dès maintenant. Dans un premier temps, je vous redonne les définitions de MPSI concernant la somme de sous-espaces vectoriels. Si on considère F1, F2, Fn des sous-espaces vectoriels d'un K-espace vectoriel grand E, on définit la somme de ces sous-espaces vectoriels comme étant l'ensemble des vecteurs pouvant s'écrire x1 plus x2 plus xn, ou pour tout i, xi appartient à fi. On dit alors qu'une telle somme est directe si la décomposition de vecteurs de f1 plus f2 plus fn est toujours donnée de manière unique, ce qui se traduit de manière quantitative avec cette implication-ci, à savoir que si vous avez deux décompositions de la forme x1 plus x2 plus xn d'une part et x1' plus x2' plus xn' d'autre part, alors chacune des composantes appartenant au sous-espace vectoriel fi est unique au sens où xi va être égal à xi'. Cette notation de somme directe, vous l'avez déjà vue, et on note des plus entourés ici. On distingue souvent la somme et la somme directe par cette unicité d'écriture. Alors dans un premier temps, on peut caractériser la somme directe simplement à l'aide de la décomposition unique du 0 de E. À savoir qu'on peut montrer par double implication encore une fois que l'unicité de la décomposition d'un vecteur dans une somme, f1 plus f2 plus fn, sera unique si et seulement si seul 0 peut se décomposer de manière unique. Alors c'est la linéarité qui entre en jeu, et par double implication, je vous ai fait la démonstration ici, elle est très rapide et je vous demanderai de la lire. Dans un premier temps, je vous propose de mettre en lumière cette notion de somme directe sur l'exemple 1, à savoir dans un espace vectoriel E qui n'est rien d'autre que l'espace vectoriel des polynômes à coefficient réel de degré au plus 3. On définit deux sous-espaces vectoriels, f et g de cette forme, et h le sous-espace vectoriel engendré par les monômes de la forme x puissance 3. On va montrer très rapidement que chacun d'entre eux sont des sous-espaces vectoriels de E, et on va vérifier si oui ou non cette somme est directe en se ramenant à cette caractérisation à l'aide de la somme directe, à l'aide de la décomposition unique du 0 de E. Cet exemple 1 n'est pas très difficile. Si on se plonge ici dans R3 crochet X, et qu'on note donc f, g et h les sous-espaces vectoriels donnés, à savoir f étant le vecte de 1x, h le vecte de x3, et g l'ensemble des polynômes appartenant à R3 crochet x, vérifiant la condition d'appartenance p de 1, p de moins 1 est égal à 0. Pour montrer dans un premier temps que ce sont des sous-espaces vectoriels de E, R3 crochet X, il suffit d'expliquer que F et H sont des sous-espaces vectoriels, puisque par définition, ce sont des sous-espaces vectoriels engendrés par une famille de polynômes de R3 crochet X. Reste à démontrer que G est lui-même un sous-espace vectoriel. Alors avec M. Nolot en MPSI, vous avez l'habitude de travailler différemment, et je tiens à vous le rappeler parce que c'est utile. Soit vous revenez à la caractérisation des 3 points, à savoir qu'on revient à la caractérisation d'un sous-espace vectoriel donné en vérifiant l'inclusion, la présence du 0 de E et la stabilité par combinaison linéaire. C'est très bien, mais sachez qu'il y a d'autres méthodes pour aller plus vite, notamment présenter G comme un sous-espace vectoriel engendré lui-même par une famille de polynômes. Alors généralement on préfère ceci parce qu'on va obtenir une famille génératrice associée qui sera utile. C'est-à-dire que je vais essayer de caractériser pour un élément de E quelconque de R3 crochet X l'appartenance à grand G. Et bien dans ce cas,
allons-y. On a P qui appartient justement à G, si et seulement si P de 1 et P de moins 1 sont égaux à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement 1 et moins 1 sont racines du polynôme P. Comme elles sont distinctes, ça équivaut à dire que à la fois x plus 1, mais à la fois x moins 1 divise P, de manière équivalente. Ça veut dire que x plus 1 facteur de x moins 1 divise P. Autrement dit, en utilisant le théorème de la division euclidienne sur R crochet x, on en déduit que P de x va nécessairement s'écrire comme de la façon suivante, avec l'existence de A et B deux réels, sous la forme x carré moins 1 facteur de q de x, plus ici, comme il divise, plus un reste qui va être nul. Ça veut dire que le A et B vont être les coefficients du quotient, de sorte que P dans R3 coché x va toujours s'écrire comme x carré moins 1 fois ce quotient de la forme AX plus B. Autrement dit, en développant, ça veut dire qu'il existe deux réels A et B permettant de voir P comme le polynôme A facteur de x moins 1 plus B facteur de x moins 1. Ce qui me permet par équivalence de dire que G désigne l'ensemble des polynômes vus comme des combinaisons linéaires à coefficients réels des polynômes x facteur de x carré moins 1 et x carré moins 1. Alors c'est très pratique puisque finalement dans ce cas, on obtient ici que G peut être vu comme le sous-espace engendré par la famille de polynômes x facteur de x carré moins 1 et x carré moins 1. F, G et H sont ainsi trois sous-espaces vectoriels de R3 crochet x. Dans un deuxième temps, on me demande d'aller plus loin et on nous pose la question, est-ce que la somme F plus G plus H est en somme directe? Alors vous l'avez vu, la somme de trois sous-espaces vectoriels est encore un sous-espace vectoriel, mais cette somme était directe. Et bien pour ce faire, on revient à la caractérisation précédente, c'est-à-dire qu'on va revenir à la décomposition unique du 0. On va vérifier si, partant d'une décomposition de 0 de R3 crochet x comme PF plus PG plus PH, des composantes sur chacun des sous-espaces vectoriels, eh bien on va essayer de vérifier si la seule décomposition du 0 est donnée par 0 égale 0 plus 0 plus 0. Si jamais on n'a pas cette décomposition, eh bien nécessairement, on en déduira, d'après la caractérisation précédente, que f plus g plus h n'est pas en somme directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière sous-jacente que les décompositions dans f plus g plus h ne sont pas uniques. On a des polynômes qui peuvent s'écrire de différentes façons. Alors allons-y sur cette deuxième question. On va donc considérer ici le polynôme nul de R3 crochet x et sa décomposition, on va forcer la main, une décomposition de la forme, on va considérer PG, PF, PG, donc trois polynômes, PH, des polynômes de R3 crochet x, donc tel que ici, j'ai une décomposition du 0 de R3 crochet x, sous la forme PF plus PG plus PH, mais avec la contrainte suivante. PF appartient à F, PG est un polynôme appartenant à G, et PH appartient au sous-espace vectoriel grand H. Forçant cette décomposition, allons vérifier si nécessairement chacune des composantes est nulle. Eh bien en particulier, on peut en déduire de cette décomposition. PF étant dans grand F, qui est le sous-espace vectoriel engendré par les monômes 1 et grand X, ça veut dire que 0 peut être vu ici de la forme AX plus B, plus un polynôme sur PG. Je vous rappelle que G, on a démontré que c'est le sous-espace vectoriel engendré par les deux polynômes x facteur de x carré moins 1 et x carré moins 1. Donc plus une décomposition de la forme x carré moins 1, plus une combinaison des facteurs de x carré moins 1, et enfin plus un polynôme sur grand H, qui n'est rien d'autre de la forme e facteur de x3. C'est-à-dire que si on décompose tout ceci, ça me permet de dire, en développant et en se ramenant à la base canonique sur R3 crochet x, qu'on obtient B moins D ici pour les composantes de degré 0, plus ici A moins C facteur de grand X, plus D facteur de x carré, plus la partie en x au cube, à savoir C plus E facteur de x au cube. Autrement dit, on en déduit que 0 va s'écrire sous cette forme-là, si et seulement si on a cette écriture-là, avec A, B, C, D, E, des réels. Par unicité de l'écriture dans la base canonique des monômes, on en déduit que la décomposition du 0 est donnée sous cette forme, si et seulement si B est égal à D, si et seulement si A est égal à C, D est égal à 0, et enfin C est égal à moins E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D étant nul, on obtient
nécessairement B égale D égale 0, et j'obtiens en mettant C en paramètre par exemple, que A est égal à C, que E est égal à moins C, et C peut être choisi réel quelconque. Ce qui me permet de dire que si on veut forcer une décomposition non triviale du 0 de E, eh bien il suffit ici de prendre avec C qui est égal à 1, on obtient alors la décomposition suivante, on obtient donc B et D étant nul, A étant égal à C, que 0 de R3 coché X va pouvoir se réécrire dans ma somme F plus G plus H de manière non triviale, de la forme AX plus B, avec A qui est égal à 1, il va s'écrire simplement donc 1 fois X, plus on avait une écriture dans l'espace vectoriel grand G ici, sous la forme C fois X facteur de X carré moins 1, donc X facteur de X carré moins 1, plus D fois X carré moins 1, qui est avec D qui est nul, qui disparaît, plus enfin E fois X au cube, donc ça donne moins X au cube. Oui, effectivement, si on développe ce polynôme-là, et qu'on ajoute X et moins X cube, on obtient bien une décomposition du polynôme nul. On vient alors de donner une décomposition non triviale du 0. On en déduit par caractérisation ici que la somme F plus G plus H est bien un sous-espace vectoriel de grand E, mais celle-ci n'est pas directe. Cette somme de sous-espaces vectoriels n'est pas directe. Fin de ce premier exemple d'application de la caractérisation de la somme directe de sous-espaces vectoriels donnés. Pour aller plus loin, on donne ici la définition de la décomposition de E en somme directe de sous-espaces vectoriels. Si on considère F1, F2, Fn des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel grand E, alors E se décompose en somme directe F1 plus F2 plus Fn si et seulement si nous avons l'existence et l'unicité d'une décomposition de tout vecteur de E. À savoir que pour tout x dans E, il existe des composantes non pas scalaires mais vectorielles x1, x2, xn, telles que x va s'écrire de manière unique x1 plus x2 plus xn. Alors, corollaire immédiat, un espace vectoriel grand E va pouvoir se décomposer en somme directe des sous-espaces vectoriels F1, F2, Fn, si et seulement si vous avez E qui se décompose comme F1 plus F2 plus Fn, c'est-à-dire que E est vu comme la somme de sous-espaces vectoriels. Et également, on ajoute la deuxième condition, qui n'est rien d'autre que la décomposition unique du 0 de E. Alors vous retrouvez très rapidement, c'est pour ça que ce corollaire n'admet pas de démonstration, puisque c'est immédiat, à savoir que tout vecteur de E possède une décomposition. Tout vecteur de E peut s'écrire comme x1 plus x2 plus xn, avec xi des composantes vectorielles sur chacun des fi. Et dans un deuxième temps, l'unicité de l'écriture, c'est-à-dire la somme, elle est directe, puisqu'on a bien ajouté cette deuxième condition sur la décomposition unique du 0 de E. Alors j'attire tout de suite votre attention sur le cours de MPSI. En MPSI, on a toujours tendance à travailler d'abord sur la décomposition d'un espace en somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Et c'est vrai que naïvement, dans ce cas particulier, vous avez vu un autre théorème qui est le théorème 3, à savoir que E est égal à F plus G, si et seulement si vous avez à la fois E qui se décompose comme F plus G, mais l'intersection des deux sous-espaces vectoriels est réduite au singleton 0. Alors attention, ce théorème n'est vrai que dans le cas particulier de deux sous-espaces vectoriels. C'est pour ça que lorsqu'on est en MPSI, et surtout lorsque vous êtes en SP, il vaut mieux retenir le corollaire 2 que le théorème 3, puisque celui-ci n'est qu'un cas particulier. On a beaucoup d'erreurs en début de SP pour les 3,5, c'est-à-dire les montants, où vous pensez que E va se décomposer en somme directe de sous-espaces vectoriels, si et seulement si E s'écrit comme ceci, mais si et seulement si l'intersection des F1 plus F2 plus Fn est réduite au vecteur nul. C'est une erreur à ne pas commettre. Ce cas particulier, vu tout le temps en MPSI, est très utile. Je n'enlève rien à ce théorème-là, mais ce n'est qu'un cas particulier, et en SP, on attend plus de généralisation, c'est-à-dire que je vous demanderai de retenir d'abord que E se décompose en somme directe de sous-espaces vectoriels, si et seulement si nous avons une existence de décomposition donnée par cette somme E vue comme F1 plus F2 plus Fn, et dans un deuxième temps, l'unicité par la décomposition unique du 0. Malgré tout, on travaillera sur ce théorème lorsque on sera en présence de deux sous-espaces vectoriels. Alors je vous laisserai faire la démonstration, elle n'est pas très difficile, et il suffit de travailler en deux temps, sens direct, sens réciproque. En gros, comme dans le corollaire 2, vous avez à chaque fois la décomposition E sous F plus G.
Le théorème 3, astucieusement, il suffit de démontrer que l'unicité de la décomposition du zéro est équivalente à une intersection des deux sous-espaces réduite au vecteur nul. Donc dans le sens direct, vous allez par exemple supposer que 0 se décompose de manière unique et montrer dans un deuxième temps que f inter g est égal au vecteur nul. Et dans un second temps, si l'intersection est réduite au vecteur nul, vous allez montrer très facilement qu'on a bien unicité de la décomposition du 0 de E. Ce que je vous propose alors, c'est d'appliquer ce théorème 3 à l'exemple 2, archi classique encore une fois, puisqu'en MPSI, il vous a permis de définir correctement, normalement, la partie paire de l'exponentielle qui n'est rien d'autre que le cosinus hyperbolique, et la partie impaire de l'exponentielle qui n'est rien d'autre que le sinus hyperbolique. Je vous propose donc de voir dès maintenant l'exemple 2, application directe de ce théorème 3. Dans cet exemple 2, on va essayer de démontrer que pour toute fonction définie sur R à valeur dans R, on peut toujours l'écrire de manière unique, comme une partie paire plus une partie impaire. Ce problème d'existence et d'unicité est vu un petit peu plus haut, puisqu'il est vu algébriquement, puisqu'on cherche à démontrer, dans cet exemple 2, que si je note f de R dans R, l'espace des fonctions définies sur R à valeur dans R, et P de R dans R, les fonctions paires de R dans R, et I de R dans R, les fonctions impaires de R dans R, eh bien on se propose de démontrer algébriquement que cet espace vectoriel peut être vu comme la somme directe des fonctions paires et des fonctions impaires définies sur R à valeur dans R. Alors il s'agit bien d'une démonstration algébrique, c'est-à-dire que si on comprend cette décomposition de l'espace des fonctions de R dans R comme une décomposition en somme directe de deux sous-espaces vectoriels, eh bien dans un premier temps, on pourrait travailler par définition, c'est-à-dire en revenant à la définition, il suffit de considérer f une fonction de R dans R et de chercher à prouver l'existence et l'unicité d'une écriture sous la forme suivante, c'est-à-dire si vous prenez f une fonction de R dans R, on cherche alors par définition à montrer qu'il existe un unique couple de fonctions g et h, avec g qui est une fonction paire et h une fonction impaire, telle que f peut s'écrire sous la forme g plus h. Il s'agit alors de revenir à la définition. Seulement, si la définition revient à prouver un théorème d'existence-unicité, on peut alors travailler de deux façons. C'est-à-dire, dans cette première méthode, vous avez deux sous-méthodes, j'ai envie de dire. Vous pouvez séparer l'existence et l'unicité, ou alors vous pouvez travailler par analyse synthèse. C'est-à-dire que sous réserve d'existence et partant d'une décomposition établie f égale à g plus h avec g pair et h impair, on peut essayer d'obtenir la forme de gh, puis synthèse, proposant gh donné pour une fonction f fixée, vérifier que f est bien la forme g plus h avec gh que j'ai imposé, et par analyse synthèse, conclure qu'il y a bien existence et unicité. Attention, je sépare ces deux méthodes puisqu'on aurait pu également travailler par existence et unicité. C'est-à-dire commencer par l'unicité, sous réserve d'existence, proposer deux écritures possibles pour une fonction f donnée, g1 plus h1, g2 plus h2, et aller chercher g1 égale h, g1 égale g2, h1 égale h2, et dans un second temps, proposer l'existence. C'est-à-dire que les bons 5,5, vous devez connaître les décompositions associées à ce genre de sous-espace et proposer pour l'existence directement les formes qui vont bien. On a alors différencié les deux méthodes puisqu'il n'y a pas, je le disais plus tôt, que l'analyse synthèse qui me permet d'obtenir cette existence et unicité. Oui, vous pouvez toujours travailler par existence et unicité. Le fait qu'on privilégie souvent l'analyse synthèse, c'est qu'en 3,5, quand on est un peu naïf sur l'algèbre linéaire et qu'on n'a pas les décompositions connues, eh bien on a tendance à chercher dans l'analyse la décomposition souhaitée. Mais lorsque vous avez déjà vu le film, soyez pas naïf, proposez directement la décomposition qui finalement est très proche de ce qui nous donnait le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique, à savoir soit la demi-somme des images, soit la demi-différence des images. Et dans ce cas-là, on peut vraiment travailler par existence unicité. Mais finalement, cette première méthode revient à la définition même de la décomposition d'un espace en somme directe de sous-espaces vectoriels. On peut, dans une seconde méthode, travailler différemment, c'est-à-dire que l'on peut, pour cet exemple 2, invoquer une seconde méthode, à savoir que cette décomposition de l'espace des fonctions de R dans R peut être caractérisée à l'aide d'une part d'une égalité ensembliste, à savoir, on peut essayer de démontrer dans un premier temps
excusez-moi, une égalité ensembliste. Là, il n'y a pas une unicité d'écriture, mais bien une décomposition, c'est-à-dire une première insertion qui consiste à montrer que toute fonction de R dans R peut bien se décomposer de cette manière-là. Et la partie unicité, on la traite à part avec la décomposition unique, finalement, du zéro des fonctions de R dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en utilisant cette fois-ci, dans une seconde méthode, la caractérisation de la décomposition en somme directe, je vais plutôt montrer, l'existence de l'écriture de la décomposition avec cette première égalité ensembliste. Bon, se cache normalement une double inclusion, alors il ne faut pas se le cacher, hein. L'inclusion réciproque est toujours triviale, par contre l'inclusion directe est un peu plus délicate. Et dans un deuxième temps, l'unicité de l'écriture, on va aller la chercher avec la décomposition unique du 0 de f. Ça veut dire quoi? Vous prenez la fonction nulle, vous forcez une écriture de la forme g plus h avec g pair et h impair, et vous tentez de démontrer que nécessairement g est nul et h est nul. Ainsi, il n'y a pas d'autre décomposition du 0 que de voir 0 comme 0 plus 0. Le 0 des fonctions paires et le 0 des fonctions impaires. Ce n'est rien d'autre à chaque fois que la fonction nulle, évidemment. Enfin, dernière méthode, puisqu'il s'agit de démontrer une décomposition d'un espace en somme directe de deux sous-espaces vectoriels donnés, on peut, dans une troisième méthode, aller chercher le cas particulier de la décomposition d'un sous-espace vectoriel en somme directe de deux sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire celle qui a été vue un petit peu plus tôt dans le théorème, et montrer finalement, c'est-à-dire qu'on peut démontrer que l'espace des fonctions de R dans R peut se décomposer comme d'une part ceci, c'est-à-dire qu'on peut démontrer, à chaque fois j'écris ce que l'on veut, c'est-à-dire d'une part la première insertion, on a une décomposition ensembliste, et d'autre part que l'intersection des fonctions paires avec les fonctions impaires nous donne nécessairement le singleton 0, c'est-à-dire la fonction nulle ici. Autrement dit, j'ai encore deux assertions à démontrer, 1 et 2, et qui vont me permettre d'obtenir une telle décomposition. Alors évidemment, moi je préfère aussi, comme M. Nolot, vous travailler par analyse-synthèse, puisque naïvement, si on n'a pas la décomposition donnée, on peut sous réserve d'existence obtenir GH cherché, et en les proposant, vérifier que ça convient. Mais volontairement, comme je sais que ça n'a pas été toujours très bien travaillé, je vais travailler soit avec la méthode 2, la méthode 3, et pour mettre en lumière le théorème précédent, on va aller chercher la méthode 3. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de l'analyse synthèse, mais c'est pour vous montrer que le niveau de compréhension doit être assez fin entre une démonstration qui se ramène à la définition d'une telle décomposition, une première caractérisation dans le cas général d'une décomposition de n sous-espaces vectoriels, et le cas particulier de n égale 2. Attention, il y aura une autre méthode, méthode 4, lorsqu'on travaillera en dimension finie, puisqu'encore une fois, l'apport de la dimension finie va me permettre de diviser le travail par deux et de se simplifier une des deux assertions. Alors allons-y, en ce qui concerne cet exemple-là, eh bien on revient à la caractérisation précédente, celle du théorème, qui me caractérise la décomposition somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Alors, pour ce faire, on va travailler en deux temps. Je vais commencer plus facilement par la deuxième assertion, puisqu'elle est associée à l'unicité, et en maths, l'unicité est souvent plus facile que les problèmes d'existence. Alors allons-y, on veut démontrer ici que l'intersection des fonctions paires et impaires est réduite à la fonction nulle. Je vais donc considérer une fonction f qui est à la fois paire et impaire. Très rapidement, on peut rappeler que pour tout x appartenant à R, l'image de moins x est égale à f de x, puisque la fonction f est paire, et que l'image de l'opposé est égale à l'opposé de l'image ici, puisque la fonction est aussi impaire. Ça veut dire qu'on en déduit de ces deux lignes-là que f de x est toujours égal à f de moins x, à moins f de x, c'est-à-dire que 2f de x est égal à 0, ici le 0 de R, et ceci pour tout x appartenant à R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des images est toujours réduite au vecteur nul, à savoir que f de x est nul. Autrement dit, on en déduit très rapidement, partant d'une fonction à la fois paire et impaire. Autrement dit, f est égal à la fonction nulle sur R à valeur dans R.
Faites attention, on a travaillé ici finalement sur une inclusion, puisque partant de l'intersection, j'ai montré que nécessairement la fonction était nulle. Réciproquement, la fonction nulle, la fonction nulle est à la fois paire et impaire. Autrement dit, la fonction nulle est inclue dans l'intersection des fonctions paires de R dans R avec les fonctions impaires de R dans R, ce qui me permet par double inclusion de dire que 2 est vérifié, à savoir que l'intersection des fonctions paires avec les fonctions impaires sont toujours réduites ici à la fonction nulle. Reste finalement aller chercher la condition un peu plus difficile de ma caractérisation, c'est la condition 1. Pour obtenir la condition 1, il s'agit encore de montrer une égalité entre deux ensembles. Techniquement, c'est une double inclusion. Mais encore une fois, l'inclusion réciproque est directe. Pourquoi? La somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire reste une fonction définie sur R à valeur dans R. Donc l'inclusion réciproque étant immédiate, on va aller chercher ici l'inclusion directe. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si je prends cette fois-ci une fonction de R dans R, eh bien nous on cherche bêtement G et H appartenant aux fonctions paires et impaires, tel que F va pouvoir s'écrire G plus H. Ainsi, F pourra bien être vu comme un élément de P plus I de la somme des sous-espaces des fonctions paires et impaires. Seulement, encore une fois, chercher une telle décomposition peut me permettre de penser à l'analyse synthèse. Je sais qu'on pouvait démontrer les choses directement par analyse synthèse et conclure par définition. J'essaye de vous montrer les différents niveaux de compréhension et d'application du cours. L'analyse synthèse est un moyen qui me permet aussi de démontrer la somme directe des deux sous-espaces par caractérisation. C'est-à-dire que si vous mettez en place l'analyse synthèse, on peut obtenir une telle décomposition et prouver que l'inclusion ici directe est vérifiée. Alors on va le refaire très rapidement, c'est un bel exercice, certains le maîtrisent déjà. Sous réserve d'existence, on va donc supposer, supposons que f, ma fonction fixée, puisse s'écrire g plus h avec g pair et h impair. Donc grand classique de MPSI, vous l'avez fait 2 ou 3 fois, j'en suis sûr. Et normalement, on l'avait fait pour introduire les fonctions hyperboliques. G et h étant pair et impair, si on évalue toute cette égalité-là en petit x, eh bien on en déduit d'une part pour x fixé que f de x est égal à g de x et h de x, mais si j'évalue en moins x, par parité et imparité, on va récupérer g de moins x qui n'est rien d'autre que g de x et h de moins x qui n'est rien d'autre que moins h de x. Autrement dit, pour x appartenant à R, eh bien on obtient par combinaison des deux lignes que nécessairement, si je fais la demi-somme, on obtient que g de x peut être vu comme 1 demi facteur de f de x plus f de moins x, et h de x peut être vu en faisant la demi-différence des lignes par 1 demi f de x moins f de moins x. Ce qui me permet d'affirmer ici que sous réserve d'existence d'une telle décomposition, j'obtiens g et h sous cette forme de manière unique. D'accord? Eh bien, synthèse, puisque je raisonne ici par analyse synthèse, synthèse avec f qui est fixé dans grand F, eh bien on pose g et h comme donné précédemment, et on vérifie très rapidement, à savoir que la somme des deux, oui, si vous sommez les deux, vous obtenez 2 fois 1 demi de f de x, on obtient un petit f, et d'autre part, que g est pair, évalué, alors elle est définie sur R, un domaine centré en 0, et en plus, en évaluant moins xg, on va obtenir f de moins x plus ici f de x, c'est-à-dire l'expression de g elle-même. Et de la même manière, on va obtenir g pair et h impair, ce qui me permet d'affirmer, c'est-à-dire à l'issue de mon analyse synthèse ici, qu'on a bien f sous la forme cherchée g plus h, et donc f de R dans R, l'espace des fonctions de R dans R, est inclus dans l'espace des fonctions paires plus l'espace des fonctions impaires, puisqu'on a réussi à écrire f sous la forme g plus h. Là, l'analyse synthèse a été un moyen pour obtenir l'existence de l'écriture. C'est-à-dire que dans ma caractérisation, eh bien finalement 2 avait été obtenu, finalement 2 est vrai, 1 est aussi vrai, c'est-à-dire que lorsque j'ai à la fois l'assertion 1 et à la fois l'assertion 2, j'en déduis, non pas par définition, mais par caractérisation de la somme directe de deux sous-espaces vectoriels.
de la décomposition en deux sous-espaces vectoriels, j'obtiens que l'espace des fonctions de R dans R se décompose bien comme l'espace des fonctions paires plus l'espace des fonctions impaires. Alors évidemment, je suis allé un petit peu vite. Il y a une chose que je n'ai pas vérifiée, mais je la laisse au lecteur. C'est-à-dire, je vous laisse vérifier que, à l'aide de la caractérisation des sous-espaces vectoriels, qu'à la fois l'espace des fonctions paires et l'espace des fonctions impaires sont bien des sous-espaces vectoriels de l'espace des fonctions de R dans R. Ceci achève donc l'exemple 2, exemple très classique, mais pour lequel on peut procéder de différentes manières. Ne vous contentez pas, surtout si vous êtes en 5,5, d'une seule façon de faire. Apprenez à travailler sur différents niveaux de compréhension. Vous serez beaucoup plus fort pour la suite. Alors justement, des décompositions en somme directe de sous-espaces vectoriels, vous en avez vu plein. D'une part parce que c'est un bel exercice de MPSI, et d'autre part parce que ça me permet finalement de voir E et de réinterpréter E autrement. Lorsqu'on travaille sur une décomposition en somme directe de sous-espaces, finalement le travail sur E initialement prévu se ramène à un travail sur chacune des composantes FI qui va décomposer grand E. Ça permet de diviser le travail ou de simplifier le travail en se ramenant à chacune des composantes. C'est tout l'enjeu de la décomposition en somme directe de sous-espaces vectoriels. C'est d'ailleurs ce qui conduira le travail de réduction pour les endomorphismes en dimension finie et les matrices carrées. Pour aller plus loin dans cette partie ce matin, je vous propose de regarder des applications justement de décomposition, notamment avec la notion de projection relativement à une telle décomposition. Si on considère E une somme directe de la forme F1 plus F2 plus Fn, où Fi désigne des sous-espaces vectoriels de E, on rappelle que la projection sur Fi n'est rien d'autre que l'application qui a un vecteur x de E renvoie sa ième composante vectorielle sur Fi. De façon immédiate, vous avez vu en MPSI avec M. Nolot qu'une telle projection relative à la décomposition de l'espace est un projecteur, c'est-à-dire qu'on distingue proprement projection et projecteur. Ça veut dire quoi? Qu'en particulier, c'est une application linéaire vérifiant P rond P est égal à P. D'autre part, première propriété, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, si on considère F un projecteur de E, un K-espace vectoriel donné quelconque, c'est-à-dire où F désigne un endomorphisme de E satisfaisant F rond F est égal à F, alors nécessairement on a une décomposition naïve de l'espace grand E sous la forme noyau plus image. De la même façon, si on fait le même travail pour les symétries, on définit dans un premier temps une symétrie relative à une décomposition de l'espace ambiant, à savoir qu'on définit pour I fixé, S indice I, la symétrie de direction, la somme directe des FJ ici, et par rapport au IM sous-espace vectoriel de la décomposition, comme étant l'application qui a X, un vecteur de E, associe la IM composante étant intacte et l'opposé relativement à la direction donnée. C'est-à-dire que c'est une application qui a un vecteur donné renvoie à un autre vecteur pour lequel on a pris l'opposé sur certaines directions et on a gardé intacte la composante vectorielle relativement à l'espace FI. De façon immédiate, c'est la remarque qui suit, une symétrie relativement à une décomposition d'espace est une symétrie vectorielle au sens où il s'agit encore d'une application vérifiant S rond S est égal à l'identité. Alors c'est vrai qu'on distingue la symétrie relative à la décomposition d'un espace et la symétrie classique, mais vous avez le droit, comme projection et projecteur, et symétrie relative à une décomposition et symétrie tout court, d'identifier les notions. On parle ainsi rapidement de projecteur ou projection, ou indifféremment de ces symétries. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la propriété 5, c'est-à-dire la propriété 4 et 5 me seront utiles, puisqu'elles me donnent très rapidement des décompositions de l'espace. Autrement dit, si F est une symétrie quelconque de E, à savoir un endomorphisme vérifiant F rond F égale à l'identité, eh bien rapidement, vous pouvez voir E comme la décomposition en somme directe des sous-espaces F moins l'identité, on appelle ça l'espace des invariants, et le noyau de F plus l'identité, c'est-à-dire les vecteurs dont l'image est égale alors à l'opposé du vecteur, les vecteurs x vérifiant f de x égale à moins x. Alors pour les redoublants, évidemment, on reconnaîtra les sous-espaces propres associés à valeurs propres 1 et moins 1 qui me permettent d'obtenir une décomposition de l'espace. Donc on va essayer très rapidement de revenir sur ces deux décompositions,
c'est-à-dire lorsqu'on a un projecteur et une symétrie, on récupère une décomposition en somme directe de l'espace ambiant. Pourquoi c'est à connaître? Puisque d'une part, c'est une application directe de ce qui a été vu précédemment, et d'autre part, lorsque en SP, on cherchera dans un exercice à obtenir une telle décomposition de l'espace, eh bien une façon habile de l'obtenir, c'est de reconnaître un projecteur ou une symétrie. Vous avez encore une autre méthode, il n'y a pas que l'analyse synthèse. Reconnaître un projecteur et une symétrie peut me permettre d'obtenir en 2 minutes la décomposition de l'espace ambiant en somme directe de sous-espaces vectoriels cherchés. Alors justement, essayons de démontrer ces propriétés 4 et 5 qui nous donnent des décompositions immédiates de l'espace vectoriel grand E. Par exemple, pour la propriété 4, si vous considérez ici f un projecteur de E, c'est-à-dire un endomorphisme de E satisfaisant f rond f est égal à f, on veut démontrer que E va se décomposer en somme directe, noyau plus image. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour tout vecteur x de E, il existe un couple de vecteurs AB, l'un appartenant au noyau, l'autre appartenant à l'image, tel que x peut se décomposer de la forme A plus B. Eh bien, démontrer une telle décomposition en somme directe, c'est démontrer l'existence et l'unicité de l'écriture. Alors évidemment, on peut revenir à une analyse synthèse pour tenter de récupérer les formes de A et B, puis synthèse, vérifier que la forme qu'on a obtenue, montrer dans l'analyse, la forme donnée, si X se décompose, nécessairement, ce sont sous cette forme-là. Synthèse, vérifier que la forme donnée convient, et on aura ainsi récupéré l'unicité au terme de l'analyse, et synthèse, on nous donnera l'existence associée. Bon, seulement, comme vous avez déjà vu le film l'an dernier, on peut travailler directement par existence-unicité. Pour l'existence, c'est tout bête, c'est-à-dire que si je prends x appartenant à E, on rappelle que x peut s'écrire naïvement comme p de x plus un complémentaire à x de p de x, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de retomber sur x. Eh bien, proposons x moins p de x. La somme des deux donne bien x. D'autre part, lui, il est bien dans l'image. Alors, pardon, ici c'est f, ici aussi. Et d'autre part, on vérifie très rapidement que cette deuxième quantité est dans le noyau. Pourquoi? Si vous composez par f, vous obtenez f de x moins f carré de x. F carré, f rond f étant égal à f ici, vous récupérez f de x moins f de x qui vaut 0. Autrement dit, on a assuré une écriture de x dans la somme krf plus imf. J'ai assuré l'existence d'une telle décomposition. Et bien maintenant, allons chercher l'unicité. Eh bien, partant de deux décompositions, donc soit x appartenant à E, tel que x peut être vu d'une part comme A1 plus B1, mais x peut être aussi vu comme A2 plus B2, avec A1, A2 appartenant au noyau, et B1, B2 appartenant aux images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour prouver l'unicité d'une telle décomposition, il convient de démontrer que 1 égale à 2, B1 égale B2. Alors comment faire? Eh bien rapidement, si vous composez ici par petit f, vous obtenez f de x égale à f de 1 plus f de b1, A1 étant dans le noyau, son image est nulle, plus f de b1. Seulement, petit rappel, lorsque vous avez un projecteur, eh bien vous avez dû voir en MPSI qu'y est dans le noyau de ce projecteur si et seulement si p de y égale y. Autrement dit, y est dans l'image si et seulement si il est invariant. Alors il y a un sens de cette équivalence qui est immédiat. Si y égale à p de y, évidemment que y est dans l'image. Par contre, si y est dans l'image, montrons qu'il est invariant. Pour ce faire, vous revenez à la définition de l'image directe. Y est dans imp si et seulement si il s'écrit comme p quelque chose, et vous composez par p. Étant donné que p est un projecteur, vous allez récupérer directement que p de y égale à y. Autrement dit, B1 étant dans l'image de mon projecteur, son image est lui-même, et on récupère que f de B1 égale à B1. De la même manière, f de x est égal à f de B2, qui est égal à B2. Autrement dit, B1 est égal à f de x, qui est lui-même égal à B2. On récupère que B1 est égal à B2, et par transitivité, vous récupérez que A1, et donc A1 est aussi égal à A2. Ce qui assure l'unicité d'une telle décomposition d'écriture. C'est-à-dire qu'on vient de démontrer que pour tout vecteur x de E, il existe une unique décomposition sous cette forme, à savoir p de x plus x moins p de x. Ce qui achève, par définition, la preuve de cette décomposition de E en somme directe, noyau plus image. Mais si on veut faire de même pour la propriété suivante, la propriété 5,
Eh bien, il s'agit encore d'une décomposition unique d'écriture. Je m'explique. Si on considère cette fois-ci une symétrie de l'espace ambiant, c'est-à-dire un endomorphisme de E vérifiant f rond f est égal à l'identité sur E. Eh bien, dans ce cas-là, on peut démontrer que E se décompose comme la somme directe de deux sous-espaces propres, à savoir ici le noyau de f moins id et le noyau de f plus identité. Alors, pour démontrer cette décomposition, cela revient encore une fois à montrer que pour tout vecteur de E, j'ai le droit de le décomposer de manière unique à l'aide de deux composantes vectorielles, l'une dans l'espace des invariants, l'autre dans le noyau de f plus l'identité, de sorte que x va pouvoir s'écrire a plus b. On peut encore séparer par existence unicité cette recherche de décomposition de vecteurs et conclure par définition que la somme, la décomposition est bien directe. Une autre façon de faire, c'est celle que vous avez le plus fait en MPSI, c'est donc de procéder par analyse synthèse. Donc cette fois-ci, on va refaire une analyse synthèse parce que c'est très commode. Dans un premier temps, supposons qu'une telle écriture est vérifiée. Donc supposons que x, pour un x fixé, est bien de la forme a plus b avec a appartenant au sous-espace propre f moins l'identité et b appartenant au noyau de f plus l'identité. Et bien dans ce cas, je vais chercher à identifier les formes de a et b. C'est-à-dire qu'en composant par f, vous obtenez que f de x est égal à f de a plus f de b, c'est-à-dire que f de x va pouvoir s'écrire comme a moins b. Pourquoi? Je m'explique. A est dans l'espace des invariants, c'est-à-dire que a étant dans le noyau de f moins l'identité de a vaut 0, c'est-à-dire f de a moins a vaut 0, c'est-à-dire que f de a égale à a. Autrement dit, on obtient a. De la même manière, b étant dans le noyau de f plus l'identité, f plus identité de b, ça vaut 0. Donc vous avez par équivalence comme ça que f de b égale à moins b. Ce qui me permet de dire qu'on obtient f de x est égal à a moins b. Mais j'ai alors deux lignes avec lesquelles je peux travailler. À x fixé, mes inconnus sont bien a et b, puisque je cherche la forme de la décomposition. Et dans ce cas, en jouant sur les deux lignes, on récupère ici en combinant les deux lignes. Par exemple, si je fais la somme des deux, 2a égale à x plus f de x, c'est-à-dire que a vaut 1 demi de x plus f de x. De la même manière, si vous voulez, par exemple, par différence, si vous faites la première moins la suivante, vous obtenez que 2b va être égal à x moins f de x, autrement dit, b va être égal à 1 demi de x moins f de x. Reste finalement à faire la synthèse, puisque sous réserve d'une telle décomposition, je n'ai pas d'autre choix de a et b, ce qui me donne l'unicité de la décomposition, sous réserve d'existence évidemment. Synthèse, eh bien pour x fixé, donc pour x fixé dans E, on va poser a et b, à savoir la demi-somme ici x plus f de x, et b égale à 1 demi de x moins f de x. Alors on vérifie naïvement, encore une fois, que la somme des deux, parce que ça a été fait pour cela, va me donner x, c'est-à-dire que x se décompose bien comme a plus b. Si on fait la somme des deux, les images se compensent, je récupère 1 demi fois 2x, on obtient x tout simplement, avec, encore une fois, eh bien, a et b qui sont dans les espaces souhaités. Alors, je vous rappelle que, par exemple, on veut que A soit dans le noyau de f moins l'identité. Eh bien, vous allez soit faire f moins l'identité de A et vérifier que ça vaut 0, et faire f plus l'identité de B et vérifier que ça vaut 0. Ou alors, bêtement, on peut regarder f de A, par exemple. F de A, il va valoir 1 demi de f de x plus f carré de x, mais f étant une symétrie, f carré, c'est l'identité. Ça veut dire que je récupère A. A étant invariant par f, ça équivaut à dire que A, lui, appartient au noyau de f moins l'identité. Premier point. Deuxième point, si je fais f de b, je vous laisse faire le calcul, vous allez obtenir moins b, ça équivaut à dire que b, lui, cette fois-ci, est dans le noyau de f plus l'identité. Ce qui me permet de dire que cette fois-ci, synthèse, A et B conviennent pour obtenir ma décomposition, ce qui assure l'existence de la décomposition. Mais encore une fois, on ne conclut pas forcément par analyse-synthèse. Par analyse-synthèse, j'ai obtenu l'existence et l'unicité de l'écriture, c'est-à-dire que par définition, c'est ma conclusion, par définition, pour tout vecteur x de E, j'ai bien trouvé un couple AB appartenant aux deux espaces considérés tels que x est égal à plus b, c'est-à-dire par définition que E peut s'écrire de la manière suivante, à savoir la somme directe de ces noyaux f moins l'identité
et F plus l'identité. Ce qui achève cette deuxième démonstration qui vous montre encore une fois comment on peut démontrer une décomposition d'un espace vectoriel en somme directe de plusieurs sous-espaces vectoriels. Pour finir, on peut aller plus loin et ajouter quelques propriétés dans le cas particulier des espaces vectoriels de dimension finie. Je vous invite à regarder la propriété 6 avec soin, puisque c'est celle qui vous fait défaut souvent et qui sera pratique en exercice ou en DM ou en DS. C'est-à-dire qu'en dimension finie, on est capable de caractériser une décomposition en somme directe d'un espace vectoriel grand E. En notant F1 et Fp des sous-espaces vectoriels de E, de dimension finie, on peut montrer alors qu'une telle décomposition est vérifiée si et seulement si on a à chaque fois une condition ensembliste et une condition sur la dimension. C'est-à-dire, je m'explique, E va se décomposer en somme directe F1, F2 plus Fp, si et seulement si E est égal à F1 plus F2 plus Fp et la deuxième condition sur la dimension, dimension de E égale somme des dimensions, ou alors si et seulement si on a toujours l'égalité des dimensions et l'unique décomposition du zéro. Je vous rappelle qu'on avait vu plus tôt qu'une telle décomposition était effective si et seulement si on avait une égalité ensembliste et la décomposition unique du zéro. Et bien dans ce cas-là, on remplacera une des deux propriétés par un argument de dimension, à savoir que la dimension de l'espace, c'est la somme des dimensions des espaces sous-jacents F1, F2, Fp. Généralement, cette preuve repose sur une idée très simple, c'est que la concaténation des bases de chacun des sous-espaces va me donner une famille génératrice utile de F1 plus F2 plus Fp, et celle-ci va même être une base lorsque la décomposition sera en somme directe. Autrement dit, on va faire la preuve un petit peu plus tard, mais essayer de retenir cette idée-là, à savoir que la concaténation des bases qui désigne une famille génératrice de la somme va être une base de l'espace ambiant si et seulement si la somme est directe. D'ailleurs, on peut en déduire un corollaire immédiat, corollaire que vous avez vu l'année dernière en MPSI, c'est la fameuse formule de Grassmann, dans le cas particulier de deux sous-espaces F et G, lorsqu'on est en dimension finie. La dimension de la somme, c'est la somme des dimensions moins la dimension de l'intersection. Alors la preuve, je ne vais pas la refaire aujourd'hui, mais une idée simple, c'est d'appliquer la propriété précédente en introduisant deux supplémentaires à l'intersection F et G. Je m'explique. F et G étant deux sous-espaces vectoriels, eh bien F inter G est à la fois un sous-espace vectoriel de F et à la fois un sous-espace vectoriel de G. On va donc introduire F1, un supplémentaire de F inter G dans F, et G1, un supplémentaire de F inter G dans G. Autrement dit, on pourra montrer que la somme F plus G, au sens large, est vue comme une somme directe de sous-espaces vectoriels, ce qui, par passage à la dimension, va nous permettre de récupérer cette formule de Grassmann. D'ailleurs, cette même formule de Grassmann nous permettra en termes d'application directe de démontrer une série d'équivalences. Alors, je vous rappelle que j'avais insisté sur les différents niveaux de compréhension entre la définition de la décomposition en somme directe et les différentes caractérisations. Et bien de la même façon, dans le cas particulier de deux sous-espaces vectoriels, on pourra alors avoir, avec un argument de dimension, un corollaire plus efficace, à savoir que E se décompose en somme directe F plus G, si et seulement si on a une condition ensembliste et une condition de dimension, une condition ensembliste et une condition de dimension. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on avait démontré que E est égal à F plus G si et seulement si E est égal à F plus G et l'intersection est réduite au vecteur nul. Et bien cette fois-ci, on prendra l'une des deux conditions ensemblistes et le deuxième argument sera direct puisqu'il sera donné par un argument de dimension. La dimension nous apporte à chaque fois un des deux points cruciaux pour conclure quant à la décomposition en somme directe. Eh bien, je vous propose ça d'appliquer dans un exemple 3. Autrement dit, pour cette dernière partie du cours aujourd'hui, on va revenir sur la propriété 6, essentielle à ce chapitre, puisque dans le cas particulier de la dimension, je veux que vous compreniez qu'il y a plusieurs façons d'obtenir cette somme directe, cette décomposition en somme directe, E égale à F1 plus F2 plus Fp, et on va regarder l'exemple 3, ce qui achèvera cette deuxième journée de révision d'algèbre linéaire. La propriété numéro 6 est importante. On va essayer de se placer et rappeler le contexte, pardon. On se place donc dans E, un espace vectoriel de dimension finie. Et on introduit F1, F2, Fp, des sous-espaces vectoriels de E de dimension finie. L'enjeu,
c'est de démontrer ici une série d'équivalences, à savoir que l'espace vectoriel grand E lui-même se décompose en somme directe F1 plus F2 plus Fp, si et seulement si on a donc deux couples d'assertions donnés, avec à chaque fois une assertion sur la dimension et une égalité ou une condition ensembliste. En ce qui concerne, je vous rappelle, la décomposition somme directe de P sous espace vectoriel, alors il se cache toujours derrière un problème d'existence et d'unicité de décomposition d'écriture de mes vecteurs X en des composantes vectorielles sur F1, F2, Fp. Seulement, on veut démontrer, par exemple, que cette décomposition-là équivaut à E égale à F1 plus F2 plus Fp, et une condition sur les dimensions, à savoir la dimension de E coïncide avec la somme des dimensions. Mais également, c'est aussi équivalent à, cette fois-ci, un argument ensembliste du type décomposition unique du 0 de E, et la condition sur la dimension, qui est toujours la même, dimension de E, égale à la somme pour I allant de 1 à P des dimensions des FI. Alors évidemment, pourquoi cette propriété est utile? C'est qu'elle peut remplacer une analyse synthèse. Il n'y a pas que l'analyse synthèse. Revenir à la définition par analyse synthèse ou existence unicité, c'est bien, mais vous verrez qu'au moment de la réduction des endomorphismes des matrices carrées, eh bien, il peut être utile d'avoir recours à ces arguments ensembliste et dimension. La dimension nous aide à simplifier le travail. En ce qui concerne cette série d'équivalences, eh bien, je vous rappelle que nous avions déjà démontré que cette décomposition-là était effective si et seulement si on avait d'une part la décomposition E égale F1 plus F2 plus Fp et la décomposition unique du 0 de E. C'est-à-dire que moi, je vous propose non pas de démontrer que ceci équivaut à chacune d'entre elles, mais de démontrer que ce système ici, qui était équivalent à la décomposition de E lui-même, est équivalent à ce système de conditions 2, qui est lui-même équivalent à 3. Autrement dit, démontrer la série d'équivalence 1 équivaut à 2, équivaut à 3. Pour ce faire, de manière classique en MPSI, vous allez démontrer dans un premier temps que 1 entraîne 2, puis que 2 entraîne 3 et que 3 entraîne 1. Une fois qu'on aura ce cycle effectif, tous ces systèmes de conditions seront équivalents et on aura ainsi démontré la propriété numéro 6. Alors je vous propose dans un premier temps donc de supposer que 1 est établi, à savoir qu'on a décomposition en somme directe, c'est-à-dire ces deux conditions-là. Et on veut montrer 2, autrement dit on veut montrer ce couple de conditions. Alors si vous supposez que 1 est vérifié, que 1 est vrai, alors évidemment on a déjà la condition E égale F1 plus F2 plus Fp ici présent, reste à montrer que la dimension de E est bien la somme des dimensions de Fi. Alors l'idée est naïve, hein. Pour démontrer quelle est la dimension de E, on va chercher simplement à construire une base de l'espace grand E. C'est-à-dire que pour construire une base de E, on va introduire, alors on va noter pour chacun des sous-espaces, B1, regardez bien, je vais noter E1, E2, En1, une base de F1, B2, il faut que j'introduise d'autres vecteurs, F1, F2, Fn2, une base de F2 et ainsi de suite. Seulement, je vais jouer avec les indices et introduire deux indices, c'est-à-dire que la première base B1 de l'espace vectoriel F1, le sous-espace de E, je vais noter E11, E21 jusqu'à En1, 1, une base donc de F1, avec un deuxième indice fixé relatif à l'espace de travail. Ensuite, B2, ça va être simplement E1, 2 jusqu'à En2, 2, une base de F2, et ainsi de suite, jusqu'à B1-P, une base du sous-espace vectoriel F1-P. Alors j'attire votre attention qu'en notant avec un double indice comme ceci les bases sous-jacentes, eh bien N1, N2 deviennent de fait les dimensions associées à F1, F2, etc. Autrement dit, l'enjeu, c'est de démontrer que la dimension de E, c'est bien N1 plus N2, etc. À ce stade, F1, Fp ont des bases, c'est-à-dire que B1, B2, Bp désignent des bases de ces sous-espaces, mais la concaténation, l'union des BI ici, n'est pas encore une base de grand E tout entier. La seule chose qu'on peut dire, c'est que comme E peut se décomposer comme F1 plus F2 plus Fp au sens large de cette somme, c'est-à-dire que tout vecteur x de E se décompose en une composante x1 plus x2 plus xp appartenant à chacun de ces vecteurs,
Seulement F1, F2, Fp étant eux-mêmes engendrés par B1, B2, Bp, eh bien on peut en déduire, on a immédiatement que l'union des BI, la concaténation de ces bases, est une famille génératrice de E. Est une famille génératrice de E. Et donc si je veux la dimension de l'espace grand E, reste à démontrer qu'il s'agit bien d'une base, et dans ce cas-là, obtenir la dimension de E reviendra à compter le nombre de vecteurs qui engendrent l'ensemble grand B défini par la concaténation des bases B indice I. Donc, comme c'est une famille génératrice, il suffit alors d'étudier la liberté de cette famille de vecteurs. Donc de plus, on montre que B désigne une famille libre, donc une famille libre de E. Comment faire? Eh bien, on revient à la définition de la liberté. On considère des scalaires, donc soit lambda 1, 1, lambda n1, 1, rappelez-vous la double notation, hein. Ici appartenant à K, j'introduis d'autres vecteurs, lambda 1, 2, d'autres scalaires, pardon, lambda n2, 2 appartenant à K, etc. J'introduis tous mes scalaires de sorte que on ait une relation de dépendance, entre guillemets, une combinaison linéaire nulle de la forme suivante, à savoir que lambda, alors on va écrire plutôt, je vais regrouper la somme des lambda I1, EI1 pour I allant de 1 à N1, plus la partie également sur l'espace vectoriel F, le sous-espace vectoriel F2, et ainsi de suite. Ce qui me permet même de justifier, alors pour bien faire, il faudrait également chacune des sommes avoir des indices I1, I2, etc. C'est-à-dire que ça devient un petit peu lourd au niveau des notations, mais dites-vous que je suis simplement en train de prendre chacun de ces vecteurs et vérifier la liberté de la famille. C'est-à-dire qu'on obtient ici IP pour IP allant de 1 à NP, la somme des lambda IP P, E IP P, et le tout égale à 0 de E. Cette combinaison linéaire nulle m'oblige à montrer que chacun des scalaires est nul si je veux récupérer la liberté. Alors pour ce faire, c'est simple. Je vous rappelle qu'en regroupant astucieusement ces vecteurs, vous êtes là dans F1 et là, vous êtes dans Fp. Seulement, par hypothèse, comme E se décompose en somme directe F1 plus F2 plus Fp, on a unicité de la décomposition du 0 de E, et chacune des composantes sur les sous-espaces vectoriels associés doivent être nulles. C'est-à-dire que par unicité de la décomposition du 0 de E, par unicité de la décomposition du 0 de E, eh bien on a que chacune des composantes est nulle, c'est-à-dire que cette partie-là doit valoir 0, cette partie-là doit valoir 0. Autrement dit, vous allez récupérer la somme des lambda I1, EI11 égale à 0 de F1 normalement, c'est qui coïncide avec 0 de E, pour 1 allant de N1, et pour chacune des composantes vectorielles, vous allez récupérer ici la somme des IP pour 1 allant de 1 à NP, des lambda IP P, pardonnez-moi, EIP P est égal à 0 de Fp qui coïncide avec 0 de E. Autrement dit, montrer la liberté, c'est utiliser ici l'unique décomposition du 0 de E qui est supposé initialement, puisque 1 est vrai, ce qui me permet de dire qu'on a chacune de ces lignes qui donne le vecteur nul. Or, les vecteurs ici construits, ce sont des vecteurs de base. Autrement dit, tous les vecteurs E11, E21 jusqu'à E1N1, 1 désignent la base B1 que j'avais introduite initialement. Ce qui me permet de dire que par liberté des vecteurs d'une base, on récupère immédiatement que pour tout I1 appartenant à l'ensemble des entiers 1N1, les les lambda I1, 1 sont des scalaires nuls puisque ces vecteurs sont libres. De la même manière, pour tout IP appartenant à l'ensemble des entiers 1NP, les lambda IP P sont nuls. Et bien, partant d'une combinaison linéaire des vecteurs de la forme somme des lambda IEI égale à 0, j'en déduis que tous les scalaires sont nuls, c'est-à-dire que la famille grand B constituée de l'union des BI, elle est libre dans E pour I allant de 1 à P. Moralité, c'est une famille génératrice de E, c'est une famille libre de E. D'après la caractérisation des bases, on en déduit que c'est une base de E. C'est une base, deux points, c'est une base
de E tout entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension de l'espace grand E, c'était la condition que j'allais chercher. C'est simplement le cardinal des vecteurs qui engendrent cette base, c'est-à-dire que c'est la somme des cardinaux dBi pour i allant de 1 à p, c'est-à-dire pour nous et nos notations, n1 plus n2 plus np, ce qui correspond à la somme des dimensions des fi pour i allant de 1 à p. Autrement dit, en supposant que 1 était vérifié, à savoir que E se décompose en somme directe F1 plus F2 plus Fp, on a récupéré d'abord que E était égal à F1 plus F2 plus Fp, c'était immédiat, et d'autre part que la dimension de E coïncide avec la somme des dimensions des espaces sous-jacents. Si on veut faire un cycle, il s'agit alors de démontrer maintenant que le système de conditions numéro 2 entraîne le système de conditions numéro 3. C'est-à-dire que je veux alors démontrer que 2 entraîne 3, on va supposer que 2 est établi, que 2 est vrai. C'est-à-dire, je vais le réécrire parce qu'on l'a plus sous les yeux, à savoir que E se décompose encore comme ceci, mais la deuxième condition n'est plus ensembliste, elle est donnée simplement avec la seule condition sur les dimensions. Mon objectif, c'est de démontrer le système de conditions numéro 3, à savoir d'une part qu'on a décomposition unique du 0 de E et la dimension de E qui donne bien la somme des dimensions. Alors comme tout à l'heure, il y a une condition qui est immédiate. Si je suppose que ce système de conditions est vrai, forcément la deuxième ligne aussi, ce qui me permet d'avoir celle-ci. Finalement, la seule difficulté, c'est d'aller chercher la décomposition unique du 0 de E pour montrer que 2 entraîne 3. Eh bien alors allons-y. Rappelez-vous, généralement, pour vérifier la décomposition unique du 0, on part d'une décomposition forcée du 0 de E et on montre que chacune des composantes est nulle. Donc on va considérer x1, x2, xp des composantes vectorielles. Ce pas des scalaires, ce sont des vecteurs appartenant à chacun des sous-espaces. Donc tel que 0 de E peut bien se décomposer comme x1 plus x2 plus xp. Seulement n'oubliez pas les notations que j'ai introduites. Eh bien, mon objectif, c'est de montrer que les xi sont nuls. Or, j'ai introduit certaines notations, à savoir que j'ai introduit la fameuse concaténation B1 union B2 union BP. Ça veut dire que pour chacune des composantes vectorielles, je peux encore les décomposer dans les bases que j'ai introduites tout à l'heure. C'est-à-dire que ceci peut encore se réécrire comme la somme des xi11, ei11 pour i1 allant de 1 à n1, plus la somme pour ip allant de 1 à np des xip p, ep, p. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est plutôt de démontrer que chacun des scalaires ici est égal à 0. Alors l'astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est de rappeler ce que nous donne ici la concaténation grand B introduite tout à l'heure. Or, grand B est l'union des BI pour I allant de 1 à P. Eh bien ça, c'est une famille génératrice, encore une fois, de E. Alors pourquoi c'est une famille génératrice de E? Puisqu'on a supposé que E était encore égal ensemblistement à la somme au sens large, de F1 plus F2 plus Fp. Eh bien tous les vecteurs de E vont se décomposer dans cette base-là. Or, la deuxième condition qui avait été supposée vraie, c'est que la dimension de E coïncide avec la somme des dimensions des FI. C'est-à-dire que, encore une fois, vous avez la dimension de E qui coïncide avec N1 plus N2 plus Np, c'est-à-dire qui coïncide avec la somme des cardinaux des BI, les bases qu'on a introduites, c'est-à-dire le cardinal tout bêtement de grand B. Pourquoi je vous donne ces deux points-là? Vous avez une famille génératrice dont le nombre de vecteurs coïncide avec la dimension de l'espace ambiant. Vous avez une famille génératrice en bon nombre. Rappelez-vous la séance précédente, on a donc une base de l'espace. C'est-à-dire, et ainsi, grand B est aussi une base de l'espace. Ça veut dire quoi? Je voulais montrer la décomposition unique du 0 de E, ce qui revenait à démontrer que 0 de E pouvait s'écrire ainsi. Seulement, la famille grand B ainsi construite est ici, par hypothèse, aussi une base de l'espace grand E. Eh bien, on a une combinaison linéaire nulle de vecteurs d'une base donnée. Eh bien, par liberté de la famille dans grand B, on va obtenir que chacun des scalaires ici est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en déduit que les scalaires sous-jacents ici sont tous nuls. Donc, on en déduit
que pour tout I1, encore une fois, les x I11 sont nuls, jusqu'à pour tout IP, les x IPP sont nuls. Ce qui me permet de dire, ben ça c'était les scalaires qui me permettaient de décomposer la composante vectorielle x1 jusqu'à la composante vectorielle xp, ce qui me permet de dire que les composantes vectorielles sont nulles. On vient donc de démontrer que le 0 de E ne peut pas se décomposer autrement que par 0 plus 0 plus 0. C'est ce qu'on appelle la décomposition unique du 0, et on récupère bien que 2 entraîne 3. Reste maintenant à finir le cycle et de montrer que 3 entraîne 1. Donc on va rappeler à nouveau ce qui était le point numéro 3. C'est-à-dire que pour montrer que 3 entraîne 1 et finir le cycle, on va supposer, donc supposons, rappelez-vous un argument ensembliste qui est cette fois-ci la décomposition unique du 0 de E, et un deuxième argument qui est en termes de dimension. La dimension de E, c'est la somme des dimensions des FI pour I allant de 1 à P. Et je veux montrer, si 2 est vrai, que ça entraîne 1, à savoir que E se décompose en somme directe F1 plus F2 plus Fp. C'est-à-dire de manière équivalente que E peut être vu comme F1 plus F2 plus Fp et que la décomposition du 0 est unique, ce qu'on a déjà ici au passage. Eh bien, l'astuce est toujours la même, c'est-à-dire que ici, la famille grand B constituée de l'union ou la concaténation des bases ici, des BI, eh bien, c'est une famille de E, est une famille de E, et on montre qu'elle est libre, que B est libre. Alors pourquoi est-elle libre? Eh bien encore une fois, si vous partez d'une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, je vais exactement réécrire ce que j'ai écrit précédemment, c'est-à-dire que si on introduit des scalaires, donc soit des lambda I11 jusqu'à des lambda IPP appartenant à K, avec I1 qui parcourt un ensemble d'entiers entre 1 et N1, IP entre 1 et NP, tel que on ait une décomposition du type somme des lambda I1, I11, EI11 plus la somme des lambda IPP, EIPP, c'est-à-dire qu'en gros, je vais vérifier si la famille d'un grand B ici est libre, eh bien vous allez voir que par les mêmes arguments que tout à l'heure, on va récupérer que la famille est libre. C'est-à-dire que cette fois-ci, pour étudier la liberté, eh bien, je constate que chacune des sommes ici est dans un sous-espace vectoriel donné, tout simplement parce que les vecteurs que j'ai introduits tout à l'heure désignent une base de chacun des sous-espaces. Seulement par hypothèse, ici, la décomposition du 0 étant unique, 0 de E, vu comme une somme de composantes vectorielles, n'a pas d'autre choix que de dire que chacune des composantes est nulle. C'est-à-dire que naturellement, on récupère cette fois-ci que la somme des lambda I11, EI11 est nulle, jusqu'à la somme des lambda IPP, EIPP est nulle, mais chacun de ces vecteurs étant une base pour le sous-espace sous-jacent, F1, F2, Fp, on récupère que les scalaires sont nuls, c'est-à-dire que pour tout I1, j'ai encore les lambda I11 qui sont nuls, pour tout IP, les lambda IPP qui sont nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partant d'une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, les scalaires sont nuls, la famille est libre. C'est-à-dire que la famille grand B est ainsi la famille grand B constituée de la concaténation des bases de chacun des sous-espaces vectoriels, elle est libre dans E. De plus, la dimension de E, étant donné que c'est toujours par hypothèse sur ce point numéro 3 la somme des dimensions des FI, vous avez dim de E qui est égal à N1 plus N2 plus NP, qui est égal justement au cardinal de B. Alors pourquoi faire ça? Eh bien en dimension finie, vous avez une famille libre qui est en bon nombre, c'est-à-dire que le cardinal de la famille coïncide avec la dimension de l'espace ambiant, eh bien on en déduit que grand B est une base de E. Alors si c'est une base de E, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en particulier, tout vecteur de E se décompose de manière unique en fonction de cette vecteur, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à E, il existe une unique décomposition, donc il existe un unique ensemble de scalaires, xi11, on va les noter comme ça, un ensemble de scalaires jusqu'à xipp appartenant à K, tel que mon vecteur x initialement va se décomposer dans la base grand B, c'est-à-dire d'abord les parties portées par les EI11, la base grand B1, jusqu'aux parties dans la base BP,
De sorte que pour I1 allant de 1 à N1, pour IP allant de 1 à NP, de sorte que par définition, encore une fois, tout vecteur de E s'écrivant de manière unique en fonction des éléments de la base grand B, eh bien on en déduit que ça étant sur F1 et ça sur Fp, qu'on a donc une unique décomposition d'un vecteur de E en fonction de F1 plus F2 plus Fp, eh bien par définition, j'insiste, par définition, on récupère que E égale à F1 plus F2 plus Fp, ce qui est encore équivalent au système de conditions numéro 1. Autrement dit, on a démontré que 1 entraîne 2, entraîne 3, entraîne 1, elles sont toutes équivalentes, ce qui achève la démonstration de cette propriété 6 essentielle en dimension finie, puisqu'elle nous permettra d'aller plus vite dans la preuve d'une décomposition en somme directe de P sous espace vectoriel pour P étant quelconque. Alors évidemment, j'en oublie le dernier exemple, application directe de ce que je vous ai dit sur la dimension, dans le cas particulier de deux sous-espaces vectoriels. Alors, je crois que c'est l'exemple 3. Je vais juste regarder une minute les notations, je les ai oubliées. C'est-à-dire qu'on va travailler ici dans Rn crochet x, donc avec n supérieur ou égal à 3, et on va travailler dans E égale à Rn crochet x, et on va introduire un seul sous-espace, grand F, qui est donné par, donc on note grand F, l'ensemble des polynômes de E, tels que P de 0 égale 0, P' de 0 égale 0, P seconde de 0 égale 0. P' de 0 et P seconde de 0 sont égaux à 0. Donc on a 3 ici conditions de nullité. Et on veut donc démontrer, d'une part, que F est un sous-espace vectoriel de E, et d'autre part, que E se décompose bien en somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Alors dans un premier temps, on peut démontrer rapidement que F est un sous-espace vectoriel de E à la main en revenant donc aux 3 points, à savoir inclusion, présence du polynôme nul, du vecteur nul de l'espace ambiant, et stabilité par combinaison linéaire. Ça va très vite, vous pouvez le faire. Une autre façon de procéder, c'est d'essayer de caractériser les éléments de grand F et tenter de les voir comme des combinaisons linéaires de polynômes particuliers. C'est très efficace parce que vous exhiberez ainsi une famille génératrice. Alors allons-y, si je considère P un vecteur de Rn crochet x, alors je vais caractériser l'appartenance de P à grand F. P appartient à F si et seulement si il vérifie P de 0, P' de 0, P seconde de 0 égale à 0. Seulement ça doit vous rappeler une caractérisation des racines multiples pour un polynôme. À savoir que ça équivaut à dire que 0 est racine multiple d'ordre au moins 3 ici. C'est-à-dire que vous avez 3 conditions de nullité. Et donc on a le polynôme P qui va au moins s'écrire, donc on a dit, avec x3 divise P. C'est-à-dire que x moins 0 puissance 3 divise P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon polynôme x3 peut s'écrire x3 fois q de x, avec q, lui, qui appartient à Rn-3 crochet x. Alors, c'est d'ordre au moins 3. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la condition sur la dérivée troisième. Ça veut dire qu'on a en déduit en particulier que p de x va pouvoir s'écrire comme x3 fois une expression polynomiale de la forme suivante, a0 plus a1x plus an-3 x n-3 avec les coefficients AI réels, donc avec les coefficients AI appartenant à R, ce qui me permet d'affirmer par équivalence que le sous-espace vectoriel grand F n'est rien d'autre que, ici grand F, n'est rien d'autre que le vect, donc c'est-à-dire que grand F s'écrit comme l'ensemble des polynômes combinaisons linéaires de la forme a0 x³ plus a1 x puissance 4 plus an-3 x puissance n. C'est-à-dire que c'est le vect des x3 jusqu'à x puissance n. Si c'est le sous-espace engendré par ces monômes, ça me permet d'en déduire que c'est en particulier un sous-espace vectoriel. Enfin, je termine. Question petit 2. Reste à montrer que l'espace grand E se décompose bien comme la somme directe de R2 crochet x avec grand F.
Alors honnêtement, c'est immédiat. Hein. Pourquoi? Parce que par définition, tout polynôme de grand E peut s'écrire comme une combinaison linéaire somme des AKX puissance K. Eh bien, vous allez pouvoir extraire ou tronquer la première partie plongée dans R de crochet X, et la seconde partie sera multiple de X puissance 3, donc vous serez forcément dans grand F, ce qui me donnera par définition l'existence et l'unicité d'une décomposition, donc la décomposition en somme directe de E. Si on veut le faire autrement, eh bien on peut se ramener, par exemple, on peut montrer par caractérisation de la somme directe en dimension finie de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires ici. Une telle décomposition est assurée si et seulement si on a un argument ensembliste, par exemple, j'en sais rien, soit E égale la somme des deux, soit l'intersection, ici, réduite au vecteur nul. Et une deuxième condition, celle-ci, qui va être liée plutôt à la dimension, c'est-à-dire que la dimension de E peut être vue comme la dimension de R2 crochet X plus la dimension de F. Alors, j'ai un système de deux conditions que je vais noter 1 et 2. 2 est immédiat, pourquoi? Donc 2 est immédiat. Eh bien, vous avez une famille de monômes ici, et donc en tant que sous-famille de la famille des monômes que vous savez être la base canonique de Rn crochet X, c'est une famille libre. Or, elle est génératrice de grand F, donc vous avez n-2 vecteurs ici, et donc 2 est immédiat, pourquoi? Parce que vous avez bien n qui est égal à la dimension de R de crochet X qui est égale à 3, plus ici, on a dit n-2. Pardon, c'est pas n, c'est n plus 1, puisqu'on travaille avec Rn crochet X. Autrement dit, vous récupérez que la dimension de Rn crochet X, c'est bien égal à la dimension de R de crochet X plus la dimension de grand F. Vous avez bien n plus 1 qui est bien égal à 3 plus n-2. De plus, si on veut aller chercher l'intersection réduite au vecteur nul, eh bien, il suffit simplement de considérer un polynôme, donc considérons alors P qui appartient à R2 crochet X inter F. Alors ici, dans ce cas, on va pouvoir dire alors, plusieurs façons de procéder. Hein. Soit vous le présentez comme une combinaison linéaire des monômes 1x, x carré, ici des monômes x cube jusqu'à xn, et par unicité vous concluez que c'est forcément le polynôme nul. Soit vous pouvez dire également que p de x va pouvoir s'écrire comme ax carré plus bx plus c étant R de crochet x, mais d'autre part, vous avez toujours les conditions de nullité, p de 0, p' de 0 et p seconde de 0, ici, qui est égal à 0. Ce qui me permet d'assurer qu'avec ces deux conditions, je vais pouvoir identifier les scalaires A, B et C. En effet, si j'évalue en 0, je vais directement obtenir que C est nul. Si je dérive et que j'évalue en 0, je vais récupérer que B est égal à 0. Et enfin, si je dérive deux fois et que j'évalue en 0, vous allez récupérer que 2A est égal à 0, c'est-à-dire que vous allez récupérer ici que A est égal à 0, ce qui entraîne que P est forcément le polynôme nul. On en déduit ici que la condition suivante est presque vraie, c'est-à-dire que R2 crochet X inter F est inclus, pardonnez-moi, dans le singleton 0 de E. Partant d'un polynôme de l'intersection, j'ai montré qu'il était nul, mais l'inclusion réciproque étant immédiate, on peut conclure à l'égalité tout de suite. Ce qui me permet de dire que la condition 1 est aussi vraie, c'est-à-dire que finalement, vous avez 1 plus 2, et par caractérisation de la décomposition d'un espace vectoriel en somme directe de deux sous-espaces vectoriels en dimension finie, on en déduit que E peut être vu comme R, la somme directe de R de crochet X avec grand F. Ainsi s'achève la démonstration de la propriété 6 et la résolution de ce dernier exemple du cours. J'espère encore une fois que cela vous aide. Attention notation, je sais bien que c'est toujours pas lisible au tableau, mais j'espère que ce support visuel vous aidera à mieux appréhender ce début de cours sur les révisions d'algèbre linéaire. Reste une dernière vidéo et il ne faudra pas oublier d'attaquer les exercices 1 à 7 pour performer, s'entraîner à appliquer toutes ces propriétés, qu'on soit en dimension quelconque ou justement en dimension finie, où la dimension va nous aider à aller plus vite.